Dans cette table ronde, élus et experts interrogent la place de l'enfant et des familles dans la ville face à la baisse historique de la natalité en France entre urbanisme, politique locale et choix de société. Abonnez-vous à Hémicycle, laissez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo pour nourrir le débat public. Bien, mes chers collègues, je me réjouis de vous retrouver ce matin pour cette audition qui est consacrée à la place de l'enfant et des familles dans les villes. Je fais office à la fois de président et de rapporteur ce matin car les conditions météorologiques ont retenu notre présidente, mais je sais que les collègues nous suivent par l'intermédiaire de la retransmission vidéo et je remercie celles et ceux qui nous écoutent en direct. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin deux élus qui ont consacré une partie de leur engagement au meilleur accompagnement, j'allais dire, des familles et des enfants dans l'espace public et dans la vie de nos cités, avec Madame Lucille Cobb. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes conseillère déléguée à la ville de Rennes, conseillère métropolitaine, je crois, et chargée, et ce qui nous avait intéressé, de l'adaptation de la ville à hauteur d'enfant. Et ça m'apparaissait une fonction, une délégation assez unique dans notre pays, qu'une municipalité choisisse d'avoir une élue en charge de cette ville à hauteur d'enfant. Et puis, Madame Caroline Carmentran, vous êtes adjointe au maire, déléguée à la famille et à la petite enfance pour la ville d'Asnières. Et je voulais vous remercier toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir eu la capacité de nous rejoindre ici dans cette matinée enneigée. Notre mission d'information a clairement identifié parmi les freins à la natalité l'inadaptation croissant de beaucoup d'espaces publics à la vie des enfants et des familles. Certains parlent même d'invisibilisation des familles dans l'espace public. Nous serons heureux de vous entendre là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette évolution, qui risque peut-être d'être aggravée par la baisse de la natalité et peut-être d'entraîner un cercle qui, en tout cas, je ne sais pas s'il sera vicieux, mais en tout cas ne sera pas vertueux, a eu ou a une influence sur nos représentations de la parentalité qui sont souvent perçues comme une charge ou une contrainte. Nous avons reçu plusieurs experts, plusieurs chercheurs, notamment deux urbanismes, Monsieur Sylvain Grisot, Madame Corinne Luxembourg, qui nous ont exposé un certain nombre de pistes, et en tout cas dans les réflexions sur l'aménagement de nos villes, l'adaptation de nos villes aux familles et aux enfants sont des réflexions tout à fait pertinentes et comment les politiques publiques, en l'occurrence dans l'agglomération nantaise à Gennevilliers, pouvaient s'adapter aux familles et aux enfants. Il nous apparaissait essentiel, alors que notre mission d'information achève ses travaux, de recevoir des élus locaux, parce qu'on ne répondra pas à ce défi qui est celui d'accompagner les parents et les Français qui souhaitent avoir des enfants et leur permettre d'en avoir sans les élus locaux, parce que vous êtes au cœur des politiques familiales, vous êtes au cœur des politiques volontaristes pour permettre aux familles et aux enfants de vivre dans nos territoires à la fois urbains et ruraux. Je ne serai pas beaucoup plus long, je vous propose de vous céder la parole pour un propos liminaire de 10 minutes, puis j'aurai quelques questions, et j'imagine que mon collègue dans la salle, qui est de près ou de loin intéressé à ces questions, aura sans doute des questions à vous poser. Donc je vous laisse la parole pour un propos liminaire et j'indique que l'enregistrement vidéo sera disponible sur la page de la mission d'information, de même que le compte-rendu écrit de cette séance. Peut-être est-ce que je donne la parole à Rennes d'abord, parce que vous êtes venu de plus loin. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le rapporteur, messieurs les députés. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui et justement d'avoir vu cette particularité qu'on a souhaité ouvrir sur ce mandat municipal d'une délégation de la ville à taille d'enfant. Elle est née d'une volonté d'adapter un peu nos politiques publiques à un public vraiment spécifique, les enfants, et aussi de les voir en dehors de l'école ou des crèches, ce qu'on a souvent l'habitude de voir, notamment à travers les mairies, puisque ce sont vraiment des délégations très fortes, hein, l'école. Moi, j'ai vraiment une délégation qui est atypique, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, puisqu'elle est sur l'aménagement de la ville, en dehors des écoles, en dehors des crèches,
et aussi du périscolaire, comme ça peut être dans certaines villes. L'idée, c'était vraiment de se mettre à la taille d'enfants parce qu'ils ont des besoins qui sont différents et aussi des fois des envies qui sont différentes de celles des adultes. Et c'est des fois assez dérangeant pour les adultes vraiment d'entendre cette parole-là, mais qui est toujours très intéressante et pertinente. Alors, nous, on essaye vraiment de construire la ville pour tous et toutes, et avec eux, en entendant leur voix particulière. Dès le début du mandat, on a axé sur des objectifs généraux, c'est-à-dire mieux accueillir les enfants dans la ville, ludifier et sécuriser la ville en écoutant la parole des enfants, éduquer les enfants à la nature par une adaptation de l'environnement et d'un plan vraiment particulier, et aussi améliorer l'offre culturelle et de mobilité en prenant en compte leurs besoins spécifiques et les besoins de leurs parents. Sur ces 4 objectifs généraux, on a mis en place un certain nombre d'actions que je peux détailler déjà là, mais je pense que vous me reposerez des questions sur certains dispositifs en particulier. Notamment, mieux accueillir les enfants dans la ville, ça passait par des rues aux écoles, donc la fermeture et l'ouverture des places devant les écoles, mais c'est assez connu. On a aussi mis en place un terrain d'aventure dans la ville qui est tenu par une association et qui est ouvert à l'année. On a créé un référentiel sur les aires de jeu inclusives et on a fait 3 aires de jeu inclusives dans la ville qui sont plutôt des grosses aires de jeu pour permettre à tous les enfants de vivre ensemble, de jouer ensemble, qu'ils soient en situation de handicap ou non, et avec un accès quand même sur l'accès à la nature et le jeu avec la nature. On a aussi travaillé notamment avec mon collègue qui est vice-président, Mathieu Teurier, qui est vice-président au transport, à mieux les accueillir dans les transports publics, que ça soit par des petites adaptations avec des petits jeux dans le métro, des affiches où ils peuvent jouer en attendant le métro, ou alors des tableaux de jeux dans la nouvelle ligne de métro qui permet aux enfants de se faire passer pour des conducteurs de métro. À Rennes, nous avons un métro automatique et donc une grande visibilité à l'avant. Nous avons aussi travaillé sur donc ludifier et sécuriser la ville, et pour cela, nous avons un budget participatif des enfants où on consulte les enfants dans un quartier de la ville. Donc on s'arrête à une échelle d'un quartier parce que là, c'est la 4e année qu'on a ce budget-là. Et on se rend compte que déjà, le quartier, c'est administratif, forcément, et beaucoup plus grand que en fait, leurs habitudes de déplacement. Et du coup, on leur donne un budget de 50 000 €. Ce sont les enfants qui déposent des projets par groupe, soit au sein des écoles, soit au sein des associations. Et par la suite, ce sont eux qui votent sur les budgets, puis sur ces projets-là. Et puis ensuite, ils sont réalisés par les services de la ville. Et c'est vraiment l'occasion d'écouter ce que les enfants ont envie de voir dans la ville. Souvent, on a des aires de jeu, mais pas que. On peut aussi avoir des pistes de vélo ou des cabanes d'observation pour les animaux. Sur éduquer les enfants à la nature, on travaille donc avec ma collègue à l'éducation sur un grand plan d'éducation à la nature qu'on a appelé le plein air, qui est vraiment quelque chose qui permet de regrouper toutes nos initiatives auprès des enfants autour de la nature, que ça soit avec un écocentre dans la ville où peuvent aller les classes et le périscolaire. Ça passe aussi par l'encouragement des classes dehors ou des aires terrestres éducatives. Ça passe aussi par le dehors pour toutes les crèches, puisque c'est un plan qu'on fait aussi avec la direction de la petite enfance. Et donc, tous les enfants ont accès au dehors et on essaye d'améliorer le dehors. On a bien sûr aussi des cours végétalisés qui sont réalisés avec un gros travail sur le jeu des enfants dans les cours. Et ça passe par
on se pose aussi la question sur comment est-ce que les enfants peuvent accéder à l'extérieur et donc comment est-ce que même en dehors de l'école, on peut leur donner un accès rapide à des aires de jeu de qualité ou à des parcs, des espaces naturels où on peut aussi jouer. Sur l'offre culturelle et la mobilité, on a vraiment une politique culturelle très riche à Rennes, et associative, et municipale, et privée. Et donc, on travaille sur un guide pour les nouveaux parents qui leur permettent notamment de connaître toute cette offre qui est très riche et qui est vraiment partout dans les quartiers et qui, quand on n'a pas déjà des enfants depuis plusieurs années, n'est pas toujours connue. Et je pense que c'est très important dans ces premiers mois où les jeunes parents sont très fragiles, en fait, parce que c'est un gros changement de vie d'avoir un enfant. D'avoir une offre claire où ils savent où ils peuvent aller chercher du soutien, où ils peuvent aussi se sociabiliser en tant que jeunes parents et sociabiliser leurs enfants, et que ça ne soit pas que par l'offre municipale de crèche qui à Rennes est assez importante. Et on a aussi dans les musées des interventions pour les tout jeunes enfants, que ce soit pour les enfants en crèche ou avec les assistantes maternelles, où on passe notamment par des jeux pour aborder les tableaux, où on va danser au musée, où on va toucher des matériaux pour s'inspirer à l'art. Sur la mobilité, on a aussi des aires où on peut apprendre à faire du vélo, donc plusieurs terrains dans la ville pour faciliter l'apprentissage du vélo. Voilà. Actuellement, mes services travaillent sur un référentiel pour prendre en compte la parole des enfants lors des opérations d'aménagement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à recueillir la parole des enfants, alors plutôt d'âge élémentaire, mais on a aussi quelques pistes sur les enfants d'âge maternel, avec notamment des déambulations, du travail sur carte, pour qu'on connaisse plus leurs envies et leur vision de l'espace public. Parce que quand on mesure 1,10 m, les panneaux qui sont à plus de 3 mètres de hauteur, on ne les voit pas forcément. Quand on n'a pas l'accès à les lectures, savoir où est le panneau pour se diriger vers l'aire de jeu, c'est pas toujours clair. Et en fait, pour qu'ils se sentent aussi plus acceptés dans la ville et plus reconnus. Et je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette première présentation. Peut-être avant de céder la parole à Madame Carmentron, peut-être juste une question. Est-ce que ça a un impact sur le nombre de familles, par exemple, qui rejoignent votre ville, la ville de Rennes? Et juste pour une petite précision, le budget participatif enfant, c'est combien? Et puis après, je vous laisse la parole. Le budget participatif des enfants, c'est 50 000 €. Ouais, excusez-moi. Donc le budget participatif des enfants, c'est 50 000 €, qui est pour donc sur un quartier, et lors du prochain mandat, ça sera sans doute 2 quartiers en même temps, donc 100 000 €. J'ai pas vraiment de chiffres sur le fait que est-ce qu'on a plus de familles qui rejoignent Rennes, mais par contre, on a certains chiffres sur Rennes où on est sur une métropole où la natalité ne baisse pas, elle stagne sur les dernières années, mais en tout cas, on est une des villes où on fait le plus d'enfants, où on a ouvert 4 groupes scolaires sur le dernier mandat, puisqu'on avait une augmentation de à peu près 200 à 300 élèves tous les ans. On est une des villes encore les plus jeunes, alors effectivement parce qu'on a aussi on a un grand centre universitaire, donc on a beaucoup de jeunes adultes, mais toutes les études nous montrent aussi qu'on a un grand nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, et du coup mécaniquement on a beaucoup d'enfants. Je crois que sur les dernières années, on voit une légère stagnation qui est aussi due au fait d'une crise de l'immobilier. Et en fait, si les familles n'arrivent pas à se loger assez grand, en fait, elles quittent la ville de Rennes pour aller dans la couronne rennaise, et puis maintenant sur la deuxième couronne rennaise.
On a une politique du logement qui est assez ambitieuse à Rennes, puisqu'on a une grande maîtrise du foncier, et c'est habituel depuis des années. On est quand même une des villes où on gagne encore des habitants, et notamment aussi par le solde naturel. Donc on est à peu près à 60-40. On a un solde migratoire positif et un solde naturel positif. Et ça, c'est vrai encore pour 2024. Je n'ai pas encore les chiffres pour 2025. C'est encore tout frais. Mais on est une ville où on gagne des habitants, on gagne des enfants. On pense qu'au niveau du collège, des fois, on a des habitants qui quittent Rennes pour avoir un peu plus grand, et notamment des logements où chacun peut avoir sa chambre. Mais avec cette politique du logement, on a quand même beaucoup de grands logements pour les familles. On a un fort renouvellement aussi dans le parc HLM de la ville, qui est assez important. Et la spécificité à Rennes, c'est qu'on a une forte proportion de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et en même temps aussi beaucoup de classes supérieures de CSP+. Donc c'est plutôt la classe moyenne qui va quitter Rennes. Mais comme on a beaucoup de renouvellement urbain et dans les quartiers prioritaires et dans les restes de quartiers de la ville, on a beaucoup de familles qui s'implantent. Les retours qu'on a, c'est que les familles sont plutôt contentes de l'offre municipale, que ça soit à l'école ou dans l'offre municipale de loisirs, associative. Je pense qu'il fait bon vivre à Rennes. C'est d'ailleurs une des villes qui est en tête des classements où il y fait bon vivre. Et je pense que ça passe par toute l'offre qu'on a aux familles. On a des très bons retours. Les parents trouvent des écoles assez rapidement. On est une ville assez resserrée, et du coup, aller à l'école à pied ou en vélo, c'est possible. Et travailler pas très loin de son domicile, c'est possible aussi. Merci beaucoup pour ces précisions. On quitte l'Ille-et-Vilaine pour rejoindre les Hauts-de-Seine, une ville un peu plus petite que la métropole de Rennes. Et je crois qu'on est autour de 100 000 habitants à Asnières à peu près. Et je vous laisse, Madame l'adjointe au maire, la parole. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, si elle nous écoute, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie beaucoup de donner aujourd'hui la parole à des élus locaux qui sont quotidiennement à l'écoute des familles. Depuis 10 ans, je suis donc maire adjoint à la famille, à la petite enfance à Asnières. Et je peux vous dire une chose simple, c'est que le recul de la natalité ne peut pas être appréhendé à travers les seules statistiques nationales. Il s'observe avant tout sur le terrain, dans nos villes, dans nos quartiers et dans le quotidien de nos familles. Le choix d'avoir un enfant n'est jamais un acte isolé, c'est aussi le reflet du cadre que la collectivité offre aux familles, de la confiance qu'elle leur inspire et du soutien qu'elle leur apporte. Oui, une politique familiale locale est possible, elle est même indispensable. À Asnières, après 10 ans de baisse continue, nous observons enfin un léger frémissement à la hausse des naissances. Près de la moitié des Asniérois vivent en couple avec enfants, et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une politique claire, cohérente et surtout proche des réalités vécues par les familles. J'aimerais d'abord revenir sur un point essentiel. La famille doit retrouver une place politique explicite dans nos villes. Cela passe par une délégation municipale dédiée, un budget volontariste et clairement identifié, une attention constante aux problématiques du quotidien des familles. Sans cette reconnaissance, tout le reste n'est qu'empilement de dispositifs. Soutenir la natalité, c'est d'abord affirmer que la famille compte. C'est un signal politique fort. Avec le maire Manuel Schliemann, nous leur répétons souvent, les familles sont une richesse pour notre ville. Nous accueillons d'ailleurs de plus en plus de familles fuyant les villes où plus rien n'est fait pour elles. Ensuite, il faut soutenir le couple, qui est le premier pilier de la stabilité familiale. Quand un couple va bien, c'est une famille qui va bien, un immeuble qui va bien, un quartier qui va bien. Nous connaissons bien les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes seules. À Asnières, près d'une femme seule sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Or, trop souvent, comme dans de nombreux autres domaines, l'action publique intervient tardivement et privilégie la gestion des conséquences plutôt que la prévention. L'État finance la médiation familiale une fois la séparation engagée afin qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, et c'est évidemment nécessaire. En revanche, il agit encore insuffisamment en amont pour prévenir les ruptures évitables, notamment en soutenant le conseil conjugal et familial. Ce dispositif pourtant efficace reste peu accessible pour de nombreux couples en raison de son coût. Face à ce constat, notre sénatrice Marie-Do Schliemann porte une proposition de loi visant à renforcer le soutien public à ces actions de prévention.
À Asnières, nous avons donc développé plusieurs actions très concrètes à destination des couples. Car avant de parler d'enfants, il faut parler du couple, car c'est lui qui fonde la famille. Beaucoup de couples arrivent en mairie pour se marier sans avoir lu les articles du Code civil, qui les engagent pourtant profondément, notamment vis-à-vis des enfants. Nous avons donc créé une préparation au mariage civil afin qu'ils puissent s'engager d'une façon plus mature, et de plus en plus de jeunes couples s'y présentent. Nous proposons également une soirée des mariés depuis 10 ans. Cette soirée est devenue une véritable institution. La ville se met aux couleurs du couple durable. Les commerçants participent et nous rappelons aux couples que leur relation mérite du temps et de l'attention. Le couple passe souvent après tout, les enfants, le travail, les réseaux sociaux. Cette soirée, c'est un souffle, un rappel, un encouragement, et son succès croissant montre que les couples ont besoin d'être soutenus et non invisibilisés. Nous avons renforcé la médiation familiale et le conseil conjugal pour apaiser les tensions, offrir un espace neutre et éviter des séparations qui peuvent encore l'être. Alors que certaines collectivités acceptent que l'espace public soit utilisé pour relayer des campagnes publicitaires d'applications mobiles qui encouragent explicitement l'adultère, nous avons fait à Asnières un autre choix, celui de soutenir les couples, de renforcer les liens familiaux et de promouvoir une plus grande stabilité au sein des familles. Je vous laisse juger de l'approche qui contribue le mieux à long terme à la confiance des familles et à la dynamique de la natalité. Avant de terminer sur cette partie concernant le couple, je voudrais attirer votre attention sur un point très concret de notre quotidien d'élus. Le statut de parent isolé repose aujourd'hui presque exclusivement sur une déclaration. Cela conduit à une situation profondément injuste. Des femmes qui ne sont pas réellement seules peuvent bénéficier de toutes les aides alors qu'elles se déclarent comme telles, tandis que les femmes véritablement seules, souvent dans des situations très difficiles, ne sont pas aidées à la hauteur de leurs besoins. Ce système déclaratif fragilise la crédibilité de la politique familiale. Nous avons donc besoin d'outils plus justes pour identifier les situations de réelle vulnérabilité afin d'adapter l'accompagnement et de mieux cibler les aides. Contrôler, non pas pour sanctionner, mais pour garantir que les aides aillent réellement aux parents isolés qui en ont besoin et pour mieux accompagner celles qui élèvent seuls leur enfant. Un autre enjeu majeur dans nos villes est l'isolement. De nombreux parents me disent se sentir très seuls lors de l'accueil de l'enfant comme dans son éducation. Pour élever un enfant, il faut un village. Or, ce village a bien souvent disparu. Éloignement géographique de la famille, travail des grands-parents, diminution du lien social. À Asnières, nous avons choisi de recréer ce village autour des parents en ouvrant une maison de la famille. Une maison de la famille est un lieu ressource unique qui rassemble services municipaux, associations et professionnels. On y trouve des cafés des parents pour rompre l'isolement des jeunes mères, des ateliers, des conférences pour les parents, pour les soutenir dans leur rôle de premier éducateur, des ateliers pour les aidants, un point écoute famille, un lieu d'accueil enfants-parents pour que les mères en congé maternité ou parental puissent venir jouer avec leur enfant. Des associations s'y relayent également pour soutenir les parents, et il y a un enfant porteur de handicap pour soutenir les parents de jumeaux, les mamans élevant seuls leur enfant. Là où le village a disparu, nous avons décidé de le recréer. Un lieu au cœur de la ville où les parents ne sont plus seuls, où les familles se rencontrent, se soutiennent et se sentent accompagnées. Les familles ont également besoin de lieux proches de chez elles pour sortir avec les enfants et rencontrer d'autres parents. 4 hectares d'espaces verts supplémentaires ont été créés à Asnières à cet effet. J'aimerais maintenant aborder un pilier absolument déterminant, la question du temps parental et des modes de garde. Car aujourd'hui, les parents n'ont plus réellement le choix. Je partage le paradoxe souligné par Madame la Présidente que nous constatons très concrètement sur le terrain. Aujourd'hui, notre système soutient financièrement davantage la reprise rapide du travail que le temps passé auprès du jeune enfant. Une mère qui reprend son activité professionnelle dès 2 mois et demi bénéficie d'environ 900 € d'aide au mode de garde, auxquels s'ajoutent près de 2 000 € d'argent public par mois pour financer une place en crèche, financée par la CAF, le département et les villes. À l'inverse, une mère qui souhaiterait prolonger sa présence auprès de son enfant est très faiblement soutenue et ne bénéficie d'aucun accompagnement de la part des collectivités locales, alors qu'une ville dépense environ 8 000 € par an uniquement en fonctionnement pour une seule place en crèche. Nous avons ainsi construit un système qui encourage fortement la reprise du travail très précoce
tout en laissant sans réel soutien celles qui souhaitent disposer de davantage de temps pour accompagner les premières années de leur enfant. Cette politique, pourtant particulièrement coûteuse pour les collectivités, ne respecte ni le rythme de l'enfant, ni celui des parents, avec pour conséquence une augmentation croissante des situations d'épuisement parental et un mal-être croissant chez les enfants et les jeunes. Le congé de naissance, je vais prendre un petit verre d'eau, pardon. Le congé de naissance va dans le bon sens, mais il reste très insuffisamment et reproduit l'erreur de la réforme de 2014 d'imposer la répartition par an avec les conséquences sur la prise du congé parental que l'on connaît. Laissons les familles s'organiser comme elles le souhaitent. Il y a 80% et elles ne veulent pas de cette répartition. La natalité se redressera, pas par des injonctions, mais par la liberté, la stabilité et la confiance donnée aux familles. Trop souvent, des mamans me confient parfois en larmes « Madame Carmentran, j'aimerais rester auprès de mon enfant, mais économiquement, je ne le peux pas. » Notre responsabilité collective est donc de permettre à celles qui souhaitent reprendre une activité professionnelle de disposer de solutions de garde adaptées et dans le même temps d'offrir à celles qui souhaitent consacrer davantage de temps à leur enfant les moyens de le faire sans pénalisation. Depuis la réforme de 2014, le nombre de mères en congé parental à Asnières est passé de 710 à 170. Ce nombre de parents est venu grossir le nombre de demandeurs de places de garde. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe des règles de répartition imposées par la réforme de 2014. Et qui sont ces parents qui renoncent à Asnières ? À 73% des familles de classe moyenne, celles pour qui le quotidien, avec de jeunes enfants et un travail à plein temps, est le plus difficile, faute de moyens pour se faire aider. À Asnières, nous avons mis en œuvre un dispositif d'aide municipale de garde d'enfants à domicile, destiné à aider les parents n'ayant pas pu bénéficier de places en crèche. Nous réfléchissons très sérieusement à ouvrir désormais aux familles en congé parental ce dispositif afin de ne pas uniquement financer la reprise du travail. J'aimerais attirer votre attention sur un point majeur. L'offre formelle de garde est en train de se réduire de manière très préoccupante, tant concernant les assistantes maternelles que les places en crèche. La moitié des assistantes maternelles ont aujourd'hui plus de 50 ans et partiront à la retraite dans les prochaines années sans être remplacées. Nous allons donc perdre massivement des places d'accueil individuelles, alors même que ce mode de garde est plébiscité. C'est le premier mode de garde utilisé par les familles. Et comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport sur la politique du jeune enfant, il coûte 50% moins cher à l'État. Et du côté des crèches, la situation n'est pas meilleure. Malgré les créations de places, le nombre d'enfants réellement accueillis ne cesse de diminuer, faute de personnel pour ouvrir les sections. Dans les Hauts-de-Seine, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 44 000 enfants étaient accueillis en 2022 dans les crèches. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 34 000, près de 25% de moins en 3 ans. Cette chute vertigineuse n'est pas liée à une baisse de la demande, mais à des places gelées, parfois pendant des mois, faute de professionnels dûment diplômés. Nous sommes donc face à un paradoxe. On encourage les parents à reprendre le travail très tôt, mais l'offre de garde disponible pour accueillir leurs enfants se réduit d'année en année. C'est un système qui est à bout de souffle. Il est donc indispensable de développer des alternatives accessibles et qualitatives. La crèche est un mode de garde précieux, mais il est le plus onéreux pour les collectivités. À Asnières, 90% du budget utilisé pour ne financer que 1000 places en crèche, alors que l'on compte 4500 enfants de moins de 3 ans. Elle bénéficie donc à une minorité d'enfants. Le recrutement est de plus en plus difficile et sa gestion devient très difficile dans de nombreuses villes. Face à ces limites du tout crèche, il est indispensable d'ouvrir le champ des possibles et de proposer aux familles de véritables alternatives accessibles et de qualité. C'est exactement ce que nous avons choisi de faire à Asnières. Nous avons ouvert 5 maisons d'assistantes maternelles, un relais d'auxiliaires parentales pour accompagner les familles dans la garde partagée, en présélectionnant les auxiliaires parentales, en organisant des temps d'accueil-jeu, des réunions mensuelles d'information sur les modes de garde, des speed dating de la petite enfance pour aider les familles à trouver un mode de garde, et dans chaque quartier, une offre diversifiée, des crèches, des maisons d'assistance maternelle, des relais petite enfance, des relais d'auxiliaires parentales, des lieux d'accueil enfants-parents. Il faut marcher sur les 2 jambes.
permettre aux familles qui le souhaitent de rester auprès de leur enfant et développer des modes de garde diversifiés, accessibles, qualitatifs et soutenables financièrement par les pouvoirs publics. Je vais peut-être conclure. Voilà, j'avais fait un petit point sur le logement, mais vous en avez parlé effectivement. Asnières n'est pas épargnée. En moyenne, les classes moyennes ont perdu 30 mètres carrés. C'est 2 chambres d'enfants. Et donc, il est difficile dans ces conditions de prendre la décision d'avoir un enfant supplémentaire quand on n'a pas de quoi les loger. Et donc c'est un vrai sujet, mais comme il a déjà été largement abordé dans votre commission, je n'y reviendrai pas. Donc je vais juste conclure. En définitive, si nous voulons redresser la natalité et permettre aux familles d'avoir le nombre d'enfants désirés, il faut redonner du temps aux familles pour se construire et pour faire famille, parce que le village nécessaire pour élever un enfant n'existe plus. C'est à nous, acteurs publics, collectivités, États, institutions, de recréer des lieux où les parents peuvent se retrouver, être soutenus, être sécurisés. Soutenir la natalité, ce n'est pas seulement financer des places en crèche, c'est soutenir le couple, fondement de la famille, faire confiance aux parents dans le choix de leur mode de garde, augmenter le pouvoir d'achat des familles et leur permettre de se loger décemment. C'est tracer une ligne claire et redonner confiance dans l'avenir. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie bien. Merci beaucoup pour cette présentation approfondie et tout à fait intéressante. J'aurais quelques questions parce que je pense que mes collègues en auront d'autres et je vois l'heure passer. Vous avez fait allusion à un proverbe que je cite souvent, effectivement, et qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et il faut sans doute toute une ville pour élever un enfant. Et ma première question, ça serait... dans un pays comme la France où les compétences sont réparties entre les collectivités locales et l'État et où l'articulation parfois des politiques publiques à différents échelons n'est pas toujours soit efficace, soit pertinente ou en tout cas pas toujours aisée à mettre en œuvre. Ma première question, ça serait finalement, dans cette politique familiale, quels que soient les objectifs politiques qu'on s'en donne, et on a bien senti vos nuances dans vos présentations, mais aujourd'hui, c'est pour vous... Quel est le rôle d'une ville, d'une collectivité locale dans la politique familiale? Qu'est-ce qu'une ville doit faire? Qu'est-ce que l'État doit faire? C'est ma première question, parce que je pense que si on veut avoir demain une politique familiale qui permette de répondre à cet objectif, permette aux familles françaises qui souhaitent avoir des enfants d'en avoir, on parle bien ici de répondre à un désir d'enfant empêché, il faut que les villes soient au bon endroit, avec des politiques publiques efficaces de terrain, et que l'État soit dans son rôle. C'est ma première question. Et la deuxième question, mais je vais lier la deuxième et la troisième, quelle erreur finalement, ou quelle mauvaise pratique, pour le dire différemment, voyez-vous dans l'aménagement urbain ou dans la manière dont certaines villes répondent à cet enjeu d'accompagnement des familles et des enfants? Et à l'inverse, quelles sont les bonnes pratiques locales? Vous en aviez cité quelques-unes, mais comme on est aussi dans un moment de raréfaction de l'argent public, on sait bien que les villes ne peuvent pas tout faire. Et donc, dans toutes les politiques et les mesures que vous avez mises en œuvre, finalement, quelles sont les bonnes pratiques dont vous dites, le rapport que je vais formuler dans quelques semaines, aurait intérêt de le recommander aux autres villes françaises, et voire même que l'État pourrait encourager ces pratiques-là. Donc on a parlé de beaucoup de sujets, mais je serais intéressé à entendre les bonnes pratiques que vous nous recommandez. Je ne sais pas si vous voulez commencer, Madame Koch, et puis on laissera la parole à Mme Carmontran après. Alors... donc quel est le rôle d'une ville et de l'État? Je pense que le rôle d'une ville, c'est vraiment d'être dans le quotidien de ses citoyens. Et pour être dans le quotidien du citoyen, c'est faciliter la vie quotidienne pour que tout le monde s'y sente bien et puisse y vivre correctement. Je trouve que vous parliez tout à l'heure des crèches et du fait qu'il y a une diminution de l'offre. À Rennes, on a vraiment une politique sur les crèches qui est très ancienne, et on a toujours développé énormément de crèches. On a une 40aine de crèches associatives et municipales, et on a aussi des maisons d'assistantes maternelles, mais où les assistantes maternelles sont employées de la ville, en fait, donc des crèches familiales, oui. Et on a, en plus de ça, des crèches privées, des places d'entreprise. Mais il se trouve que j'ai vécu en Suède. Et il se trouve que la Suède a une position assez différente de la France, qui, en fait, l'accueil ne se fait pas à 2 mois et demi, mais à 1 an.
Et en fait, ils arrivent par contre, offrir une place à tout le monde parce qu'il y a justement ce delta-là qui est pris en charge par les familles et donc par un congé parental qui est beaucoup plus long et rémunéré à 80% du salaire avec un maximum. Et qui est essentiellement pris et surtout qui est partagé. Je pense qu'une des demandes qu'on voit aussi chez les parents, c'est de pouvoir plus partager l'éducation des enfants et qu'elle puisse être partagée entre le père et la mère ou les deux parents quand c'est des familles de même sexe. Mais c'est vraiment pouvoir avoir ce temps-là. Et je vais relier ça aussi à la réforme des rythmes scolaires qui a été faite et qui a pas abouti. La réforme des rythmes scolaires, c'était pas seulement changer le nombre de jours où les enfants étaient à l'école, mais en fait, qu'est-ce qu'on voulait pour les enfants dans la manière dont ils soient pris en charge. Avec cette idée que les enfants sont peut-être tous les matins à l'école et une partie des après-midi à l'école, mais les parents essayent aussi de retrouver du temps avec leurs enfants. Et on n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas non plus donné du temps en plus aux parents pour s'occuper de leurs enfants, pour vraiment les connaître en dehors des grandes vacances. Je reviens sur la Suède où les parents jusqu'à 8 ans ont 2 à 3 semaines de plus de vacances par an pour aussi voir plus souvent leurs enfants. Et ce congé parental peut être séparé aussi pour être gardé plus tard et passer plus de temps avec son enfant. Il y a vraiment ce besoin d'avoir du temps de qualité avec ses enfants et du soutien à la parentalité. On voit beaucoup de familles à Rennes qui sont esselées, alors des familles monoparentales ou des familles qui, des fois, ont besoin d'une aide éducative. Et on essaye de leur donner un soutien, notamment en les aidant à l'inscription pour les centres de loisirs pour les enfants, en essayant d'avoir une attention vraiment individuelle dans les crèches, pour aider ces familles-là qui en fait n'y arrivent plus. Elles n'ont pas assez de temps à consacrer à leurs enfants et elles n'arrivent pas non plus à leur donner tous les outils pour être des enfants. Donc le rôle d'une ville, c'est vraiment d'être dans le soutien de toutes les familles et des parents, de les aider, que ça soit par trouver des solutions de garde quand ils le veulent, mais j'aimais bien votre propos aussi de donner la possibilité, quand on le peut, aussi de garder ses enfants. Et l'État, c'est de donner le cadre législatif, je pense, pour aider ça. La ville est aussi là pour encourager les associations à proposer des aides. Et quand on est jeune parent, pouvoir rencontrer d'autres familles avec des jeunes parents, c'est vraiment essentiel. Alors, j'ai maintenant passé plutôt sur les 2 questions suivantes. Dans l'aménagement urbain, et quelles sont les erreurs, quelles sont les bonnes pratiques ? Souvent, les enfants passent de la maison à l'école, de l'école à l'aire de jeu, et puis des fois à une maison de quartier, et ensuite rentrent à la maison. Et on a vraiment le parcours de l'enfant, il passe d'un lieu à l'autre, et souvent on fait des aires de jeu avec des barrières, parce qu'il ne faut pas qu'il quitte l'aire de jeu. On a peur sur le cheminement. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire des villes où les enfants peuvent se déplacer en sécurité et aussi où les parents sont en sécurité que leurs enfants se déplacent. Et pour nous, à Rennes, ça passe avec une diminution du trafic automobile, puisque le premier danger pour un enfant qui va à l'école, c'est pas les enlèvements, c'est pas des dangers vraiment extérieurs, ce sont en fait les autres parents d'élèves en voiture. Et dans ce cadre-là, si on diminue le trafic automobile, si on réduit le nombre de voitures sur la chaussée, on va sécuriser le déplacement. On a aussi un problème d'obésité en France et d'activité plus générale des enfants. Si les enfants prennent l'habitude tôt d'aller en vélo à l'école, d'aller en draisienne ou d'aller à pied, ce sont des habitudes qui vont pouvoir aussi perdurer dans le temps et qui vont pouvoir être ancrées chez l'enfant. Je parle souvent de génération draisienne. C'est l'idée que dès la maternelle, pouvoir aller à l'école en vélo ou à pied
permet d'asseoir des habitudes de déplacement, de mieux connaître sa ville et en fait de se sentir d'en faire partie. On a eu une étude très intéressante sur le déplacement des enfants qui a été faite par une chercheuse à Rennes qui s'appelait Moby Kids et qui comparait les déplacements dans une petite ville qui est en bordure de la métropole rennaise et de la ville de Rennes. Et en fait, elle montrait que les enfants appréciaient beaucoup d'aller à l'école à pied et notamment de passer par des petits cheminements entre les maisons, des petits sentiers où il y a de la nature, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'éléments à voir sur le chemin quand il y a de la nature. On remarque les feuilles qui tombent, on remarque les plantes qui poussent, on prend un caillou, un bâton et c'est des occasions de jeu sur le chemin. Et on regarde les oiseaux qui font leur nid au printemps et qui s'envolent à l'automne. Et donc, les enfants adoraient passer par ces cheminements, et je pense que c'est aussi quelque chose, il faut retrouver de la nature en ville, il faut retrouver des petits cheminements piétons. Quand on fait des nouveaux périmètres scolaires à Rennes, on essaye d'avoir une attention vraiment sur est-ce qu'on peut aller à pied à l'école, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il n'y a pas de grosses artères à traverser. Alors forcément, on n'y arrive pas toujours, parce qu'on ne va pas refaire une nouvelle ville et elle est faite comme elle est et on doit s'adapter. Mais on essaye qu'il n'y ait pas de grosses traversées ou de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces traversées-là pour rendre la ville plus agréable pour les enfants et aussi permettre aux enfants d'aller petit à petit, à partir du CM1, CM2, en autonomie à l'école. Et cette autonomie-là leur permet aussi de mieux s'approprier la ville. Voilà, donc il y a aussi l'idée que tous les espaces doivent pouvoir accueillir des enfants, que ça soit notamment une place. Souvent, on se dit cette place-là, on va mettre une aire de jeu, ça va être pour les enfants, et puis à tel endroit, c'est plutôt pour les jeunes. Je pense qu'il faut penser à tout le monde tout le temps. On le voit bien que quand on prépare la ville à être accessible, notamment pour les personnes en situation de handicap, en fait, on permet aux poussettes de passer. Et qu'on peut traiter, la rendre accessible à tous, c'est en fait rendre service aussi à tous. Et on peut avoir du mobilier urbain qui est notamment jouable par les enfants. On voit bien comme déjà des arceaux vélos peuvent être occasion de jeu. J'ai moi-même des enfants jeunes et je les vois tout le temps s'approprier la ville d'une autre manière qu'on le fait. On avait réfléchi aussi à baisser des poteaux, les cartes, vous savez, dans les abribus, qu'on a les cartes, les baisser pour qu'en fait les enfants puissent plus facilement voir la carte des transports. On se dit oui, c'est tout bête, mais en fait le bus est très rassurant pour un enfant quand il doit le prendre pour se déplacer en ville, parce que quand il monte dans le bus, il voit la ville se déplacer. On n'a pas la même sensation de désorientation quand on sort d'une station métro. En fait, quand on sort du bus, on sait tout de suite où on est. Et on a toujours le même trajet, ce qui est beaucoup plus rassurant pour un enfant qui, des fois, connaît quelques endroits dans son quartier et pas toutes les petites ruelles associées. Alors qu'en tant qu'adulte, on a une meilleure connaissance de la ville en général. On va plus loin. Merci beaucoup. 40 ans, je propose une réponse concise et pour permettre à M. Mme Sicard de vous interroger. Merci. Votre micro, Madame Coq. Oui, merci. Voilà. Oui, non, je vais être très concise. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, une politique locale, familiale, comme je le disais, est tout à fait possible et que l'enjeu majeur, c'est de réfléchir à chaque fois qu'on prend, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau d'une ville, à chaque fois qu'on prend une décision, on doit penser famille. Quel va être l'impact de cette décision sur la famille ? Quelles que soient ces décisions, par exemple, vous le disiez très bien, quand on refait la voirie, eh bien, est-ce qu'on va mettre des trottoirs qui sont hauts ou est-ce que, justement, on va profiter de refaire ces trottoirs pour mettre des trottoirs qui soient adaptés, plus faciles dans le quotidien des familles avec une poussette. Quand vous utilisez cette poussette 10 fois par jour, à chaque fois que vous devez passer un trottoir, c'est des petites choses du quotidien, mais qui... et donc, c'est penser famille. Et donc, quand je le disais dans mes propos liminaires, c'est
de dire aux familles, déjà de leur dire, voilà, à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va penser à vous. De faire en sorte que les familles soient moins seules. Moi, c'est vraiment la chose qui me marque le plus, c'est cette solitude des parents qui passent d'une vie très organisée, des mamans qui ont un travail, qui ont une vie très organisée, très structurée, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent seules chez elles, avec cet enfant, où il n'y a plus de grands-parents parce qu'ils sont loin. C'est pareil, c'est un détail, mais de permettre à des grands-parents de venir voir leur enfant sans être obligés de payer un stationnement mirobolant, et bien ça, c'est quelque chose du quotidien qui ferait que les familles sont moins seules. Des grands-parents vont peut-être réfléchir à 2 fois à venir voir leur enfant parce que s'ils habitent loin et qu'ils sont en voiture, tout le monde ne peut pas toujours être en vélo. Eh bien, si ce stationnement est cher, eh bien, ils vont réfléchir. Vous voyez, c'est dans des choses du quotidien, toutes simples, qui ne coûtent pas forcément très cher aux villes. Donc, c'est sortir ces familles de la solitude. Ça, pour moi, c'est ce qui est majeur, c'est-à-dire recréer ces lieux d'accueil enfants-parents et recréer ce lien pour que ces mamans ne se retrouvent pas désarmées quand elles sont en congé maternité. Voilà, ça pour moi c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, je l'ai déjà dit, redonner du temps aux familles et ne pas dépenser tout ce budget pour la garde d'enfants, mais le répartir différemment en le ventilant et en redonnant du temps aux familles pour apprendre à être parents. C'est extrêmement difficile pour des parents de remettre leur enfant à 2 mois et demi. Ils sont pas encore parents, ils n'ont pas encore ce lien d'attachement avec l'enfant. Beaucoup de rapports le disent, le rapport des 1000 jours le dit. Donc pour moi, c'est vraiment la solitude des familles et redonner du temps aux familles pour apprendre à être parents, créer ce lien avec l'enfant et laisser la liberté de choix aux familles. Là, c'est là un petit point de désaccord avec vous. Et je serais heureuse d'avoir les résultats de l'enquête que vous avez faite auprès des familles sur la libre répartition de ce congé parental. On a bien vu en 2014, quand on a imposé cette répartition, eh ben, il y a beaucoup de familles qui se sont détournées du congé parental. Et donc, je pense qu'il faut laisser une grande liberté aux familles. Il y a des moments où le papa va pouvoir le prendre, des moments où ça ne va pas être opportun. Et donc, ne venons pas complexifier la vie des familles, mais au contraire la simplifier dès qu'on le peut. Merci beaucoup, ce qui permet d'appréhender vos nuances, mais c'est des sujets où, heureusement, il y a une capacité d'avoir des nuances dans le respect de nos échanges. Madame Sicard, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse Merci, interroger. monsieur le rapporteur. Alors, Madame la maire adjointe, nous le savons tous, nous traversons un hiver démographique sans précédent. La France a enregistré 663 000 naissances en 2024, son plus bas niveau depuis 1945, avec un indice de fécondité tombé à 1,62 par femme. 1,62 enfants par femme. Dans le même temps, des familles renoncent à un 2e ou un 3e enfant, faute de solution de garde. Face à ce défi, le nouveau congé de naissance, vous l'avez dit, va dans le bon sens, mais ne saurait masquer l'immense tension sur les modes d'accueil. Il manque aujourd'hui 10 000 professionnels de la petite enfance pour répondre aux besoins des familles. Alors, à Asnières, vous avez développé une politique familiale ambitieuse, avec notamment l'allocation municipale de garde d'enfants à domicile, qui offre aux familles une alternative concrète à la pénurie de places en crèche. Ma question est la suivante. Envisageriez-vous d'ouvrir cette aide municipale à la garde à domicile aux parents qui font le choix du congé parental afin de les accompagner dans cette période? Et si oui, à combien estimeriez-vous le coût d'une telle extension pour une ville comme Asnières? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre question. Effectivement, comme je le disais, 90% du budget de la petite enfance est consacré au financement d'environ 1000 places en crèche. Il y a 4500 enfants de moins de 3 ans à Asnières. Et donc, nous développons des modes de garde alternatifs beaucoup moins onéreux. Et donc, ce qui permet d'avoir une offre pour les familles conséquente. Mais effectivement, finalement, nous ne finançons aujourd'hui que la reprise du travail. Et des parents qui font le choix de rester un petit peu plus longtemps chez eux, finalement, ne bénéficient d'aucune aide
de la ville. Le reste à charge pour une place en crèche pour la ville est d'environ 8 000 € par an. Et nous ne donnons rien à une famille qui fait le choix de rester chez elle. Et donc, effectivement, nous réfléchissons en ce moment, avec le maire, à cette possibilité d'ouvrir l'aide municipale de garde à domicile, puisque finalement, des parents gardent à domicile leur enfant aux parents. Donc, pour l'instant, cette aide est d'environ 1 000 € par an pour les familles qui font appel à une assistante maternelle ou une auxiliaire parentale. Et donc, pour l'instant, on est dans ces ordres d'idées, 1 000 €. Alors, on reste une collectivité locale. Donc, vous le savez très bien, les baisses des dotations de l'État. Et donc, une ville ne peut pas non plus prendre en charge ce qui est réservé à l'État, surtout avec les baisses des dotations. Donc, mais peut donner ce signal en donnant cette allocation aux familles, en leur faisant ce signal que, effectivement, la ville ne va pas uniquement financer la reprise du travail, mais aussi donner peut-être ce libre choix aux classes moyennes, particulièrement de pouvoir prendre ce congé parental qui pour l'instant est court. Finalement, quand on additionne tous les dispositifs, la famille, elle va pouvoir rester à domicile 4 mois et demi, bien rémunérée. Après, on retombe à 480 € moins que le RSA. Donc voilà, c'est un signal fort envers les familles pour leur dire, voilà, on change vraiment de direction et on encourage les parents qui le souhaitent, sans les forcer, bien évidemment. Il y a des familles, des parents qui ont besoin de reprendre leur activité rapidement. Mais c'est un signal fort et un changement de politique très important que de financer pour une collectivité les parents qui restent au domicile avec leur enfant. Merci, monsieur Lam. Oui, je rappuie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Jérémy, Madame la conseillère métropolitaine, Madame l'adjointe au maire, merci beaucoup pour les propos, les présentations très, très précises, très pragmatiques. Je trouve qu'effectivement, il y a des travaux qui transcendent l'idéologie et qui nécessitent qu'on se pose toutes et tous, quelles que soient nos opinions politiques, pour essayer de trouver des solutions concrètes pour nos familles en ville. J'avais, pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai été élu pendant 10 ans à la mairie d'Asnières avec Madame Carmentran, donc je connais très bien le travail qu'elle a réalisé et je souhaite encore la féliciter pour ça. On a pu collaborer d'ailleurs sur de nombreux sujets. Bon, je voulais revenir pêle-mêle sur quelques petits points qui ont été évoqués. Madame la conseillère métropolitaine, j'ai trouvé très intéressant effectivement l'approche de la ville vue par l'enfant, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, quand on se déplace avec une poussette, ça a été mon cas pendant ces dernières années, on a les mêmes problématiques qu'une personne à mobilité réduite ou qu'un enfant sur des sujets de sécurité, donc c'est intéressant d'avoir un point de vue un peu différent. Et vous avez évoqué notamment les rues aux écoles, ce sont des sujets que nous demandent de temps en temps, assez régulièrement même, des parents de notre ville, de nos villes, Asnières et Colombes pour moi maintenant. Et je voulais savoir, effectivement, parce que c'est une problématique logistique, on a étudié la chose et on doit fermer des rues pour à peine 20 minutes, ça nécessite du personnel, du matériel, etc. Comment vous avez anticiper les choses, comme vous avez transformé les choses et si vous avez budgété la chose, parce qu'effectivement c'est aussi une chose qui pose problème aujourd'hui, mais c'est un point, mais c'est un projet intéressant. D'autre part, donc ça c'est pour toutes les deux, on a vu qu'il y avait des difficultés de recrutement sur la petite enfance, sur le personnel de petite enfance. Dans les Hauts-de-Seine, il y avait une dernière étude qui disait que le taux de vacance des postes dans les crèches était de près de 20%. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, ajouter à ça ce que vous disiez, Madame Carmentran, le nombre d'assistantes maternelles qui vont partir à la retraite, je voulais savoir si vous aviez des idées pour essayer d'améliorer le recrutement en la matière.
Et je voulais peut-être, Caroline, que vous précisiez sur les maisons d'assistantes maternelles, puisqu'on travaille ensemble actuellement sur un projet via un bâtiment du département des Hauts-de-Seine. Vous précisiez, pour que les gens sachent comment ça fonctionne, comment on développe des maisons d'assistantes maternelles avec le soutien d'une municipalité. Voilà, et puis après, moi, vous le savez, je suis un député qui travaille beaucoup avec le monde de l'entreprise, donc si vous avez des idées, des suggestions à faire aussi aux entreprises pour qu'elles facilitent le quotidien des parents, pour qu'ils puissent aussi être plus sereins dans leur vie parentale. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour ces questions. Alors, sur les rues aux écoles, on en a fait 12 sur le mandat. Pour donner une ordre d'idée, on a 89 écoles. Avec les nouvelles écoles, on a aussi travaillé des fois de manière à pouvoir fermer des bouts de rue, enfin, parce qu'on maîtrisait un peu plus le foncier, notamment celles qui sont en ZAC. Mais là où on a fermé les écoles, on s'est beaucoup appuyé sur les parents d'élèves et sur les élèves eux-mêmes qui ont fait des banderoles pour déjà communiquer auprès des parents d'élèves sur la prévention, que c'était important, ces fermetures. On est aussi parti sur en fait les écoles les plus simples où c'était à installer, c'est-à-dire là où on avait des rues à faible circulation, avec toujours l'idée de faire d'abord une expérimentation pour voir comment ça se passe, et puis à la fin de l'expérimentation, on mettait en place du matériel pérenne, de manière pérenne. Donc il y a sur une école où on a fait une expérimentation, on est revenu en arrière, parce que lors de l'expérimentation, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient ce matin-là, parce que c'était une voie qui permettait d'éviter des bouchons à un autre endroit. Et en plus, avec des travaux à proximité. Et comme ça devenait très dangereux, en fait, là, on est revenu en arrière pour éviter que, avec des automobilistes très énervés, il y ait un mort. Voilà. Voilà. Mais sinon, on a réussi sur toutes les autres écoles, donc sur les 12 écoles qu'on a fermées, à maintenir ça et à maintenir ça sur plusieurs années. Avec, au début, on a la chance d'avoir des gardiens, en fait, dans toutes les écoles à Rennes. C'est les gardiens qui mettaient en place la barrière le matin, donc des barrières amovibles assez classiques qu'on a dans les stocks de toutes les collectivités. On mettait une banderole rue aux écoles, on fermait les rues, et puis durant l'été, quand c'était validé, on installait des petites barrières jaunes qui, en fait, où on peut tourner, voilà. Et qui sont bloqués avec un cadenas dont le concierge a les clés, qu'il bloque en allant sécuriser le cheminement le matin et qui rouvre à la fin de ça, quand il rentre, parce qu'il fait passer les passages piétons aussi souvent auprès des écoles. Et du coup, on en met... elles font pas toute la largeur de la rue, elles font une demi-largeur de rue. Et donc, s'il y a des voitures qui ont besoin de sortir, notamment des riverains qui habitent dans cette rue-là, c'est possible pour elles de quitter la rue, mais ça bloque encore en partie la rue. Et après, ça passe vraiment avec faire connaître le dispositif aux parents. Et du coup, c'est des aménagements qui sont très faibles en coût. On est autour... le prix de la barrière, voilà. Non, c'est ça. Je pense que sur ce sujet-là, une ville comme Grenoble est quand même, on a fait beaucoup plus. Et pour le coup, on fait des aménagements vraiment en modifiant l'aspect des rues pour faire carrément des places aux écoles devant les écoles. Et ils sont, je pense, à un niveau plus avancé que Rennes sur ce sujet-là. On a aussi eu je me permets juste de répondre à des petites notes que j'ai prises au cours des discussions. On a aussi des problèmes de recrutement dans les crèches, mais on a revalorisé le métier. On a augmenté en fait le niveau de salaire, ce qui nous a permis de recruter en fait dans les crèches municipales et aussi par des aménagements de temps de travail. Ce qui permet, je trouve aussi, de vraiment soutenir les familles, c'est d'adapter les lieux. C'est-à-dire que dans les bâtiments municipaux, on a des fois des toilettes enfants, notamment quand on a beaucoup de classes de maternelle qui viennent en visite. Donc des toilettes plus petites et des tables allongées.
Et par rapport aux suggestions aux entreprises, j'ai bien entendu votre dernière question. Je pense que ce que recherchent les parents, c'est une certaine souplesse. Il y a plein de métiers où on pourrait avoir des fois une souplesse le matin ou le soir pour pouvoir emmener son enfant, partir un peu plus tôt pour aller rechercher son enfant à l'école ou le déposer chez le médecin, ou voilà. Avoir des fois une souplesse sur le temps de travail, tout en faisant ses heures, pas forcément. Ça permet vraiment de pouvoir s'adapter à un quotidien qui est des fois compliqué, quand on a notamment des enfants en bas âge qui sont malades assez régulièrement. Et une souplesse sur le télétravail. Je pense que beaucoup d'employés ont pu l'expérimenter lors du Covid et ont vraiment apprécié cette souplesse-là. Alors, je sais bien qu'il y a des métiers dans lesquels ce n'est pas possible et on a besoin d'être présent. Je suis moi-même enseignante et du coup, voilà, on a une obligation de service qui est effective. On ne peut pas avoir cette souplesse-là. Mais je pense que cette souplesse-là est intéressante. Oui. Merci, merci Thomas pour ton intérêt sur ces sujets que je sais sincères. Donc concernant peut-être les maisons d'assistantes maternelles, rapidement, on en a effectivement ouvert 5 à Asnières dans chaque quartier et en fait ça permet de sortir les assistantes maternelles de leur solitude parce que c'est des personnes qui sont seules chez elles. Et parfois, les parents ne sont pas très rassurés de laisser leur enfant à une personne seule chez elle. Donc, ça permet aux assistantes maternelles de sortir de leur solitude et de rassurer les parents de savoir des assistantes maternelles. Donc, elles sont généralement 4. La ville met à disposition un local avec un loyer modique. Elles se montent en association et elles accueillent les enfants. Donc, elles restent libérales. C'est elles qui choisissent les familles. Et donc, pour la ville, ça n'a pas de coût particulier et les parents ont toutes les aides auxquelles ils ont le droit, qui ont été revalorisées récemment. Et c'est un mode de garde vraiment qui a le vent en poupe. De nombreuses familles font ce choix aujourd'hui parce que c'est une collectivité beaucoup plus douce que la crèche. Il y a maximum 16 enfants et on sent que l'intérêt de l'enfant est remis un petit peu. La crèche, elle a été créée au départ pour permettre aux femmes d'aller travailler sans penser, c'est le rapport de l'IGAS qui le dit, sans penser du tout l'intérêt de l'enfant ni le coût. En fait. Et aujourd'hui, et donc là, l'objectif recherché était uniquement que la femme puisse aller travailler. Donc cet objectif a été atteint, puisque plus de 80% des femmes travaillent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se réinterroge du coup sur ce mode de garde en remettant l'enfant au centre et le coût. Et on se réinterroge aussi sur le coût. Vous dites, on a augmenté les salaires des professionnels. Je suis d'accord avec vous, il faut une attractivité de ces métiers. Mais qui dit augmenter le coût des professionnels dit surenchérir encore ce coût ce mode de garde. Donc, faisons attention aussi à ce coût par enfant de ce mode de garde qui ne bénéficie pas finalement à très peu d'enfants. Donc voilà pour les maisons d'assistantes maternelles. Et puis ça permet aussi dans nos quartiers dont l'immobilier est assez élevé, il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui ne sont plus assistantes maternelles parce qu'elles n'ont pas la surface nécessaire pour accueillir des enfants puisque le coût de l'immobilier est trop élevé. Et donc ces maisons d'assistantes maternelles permettent de pallier à ça et de leur mettre à disposition un local. Pour les métiers, votre question sur les faire en sorte que les jeunes rechoisissent ces métiers, je pense qu'il faut aussi réenchanter ce métier. C'est-à-dire que le nombre d'heures que passe un enfant à la crèche a explosé aujourd'hui.
Voilà, majoritairement, les enfants restent 10 heures à la crèche. On peut s'interroger sur l'intérêt pour l'enfant de rester 10 heures en crèche. Et pour le personnel, c'est pareil. Ils sont sous tension toute la journée parce que ce nombre d'heures a explosé. Là où avant, les parents pouvaient laisser leur enfant 8 heures à la crèche. Aujourd'hui, c'est 10 heures. Tous les enfants sont présents de 8 heures du matin à 18h30 ou 19h le soir. Et donc, peut-être se réinterroger pour que cette pression sur le personnel soit moins... qu'elles aient moins l'impression finalement de faire du gardiennage. Ce nombre d'heures interroge quand même et sur l'intérêt de l'enfant et sur l'intérêt du métier. Concernant les entreprises, là, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Donc, elles sont un peu comme le reste de la société. Les entreprises, elles financent des places en crèche pour leurs collaborateurs. Et donc, elles font le choix de financer, effectivement, une reprise rapide du travail, ce qui n'est pas forcément un bon calcul pour elles, parce que une maman qui va reprendre son boulot trop rapidement, qui n'a même pas fini d'allaiter, l'enfant fait pas ses nuits, il va être malade à la crèche, il va avoir une bronchiolite, une gastro, puis une otite. C'est des mamans qui vont être, ou des parents qui vont être absents du travail. Finalement, ils vont être là, ils sont revenus, mais en fait, ils ne sont pas là. Donc peut-être qu'une entreprise a tout intérêt à contribuer au financement de ce congé parental pour avoir des parents qui reviennent sereins, avec avoir eu le temps de poser leur famille et de revenir dans l'entreprise une fois que cette famille est posée et commencé à se construire. Et puis le développement du temps partiel. Je pense qu'il faut vraiment que les entreprises puissent proposer aux familles qui le souhaitent de pouvoir équilibrer davantage leur vie personnelle, leur vie familiale et leur vie professionnelle avec ce développement du temps partiel et avec des filières vraiment, voilà, sans que le travail perde de son intérêt. Mais il y a beaucoup de familles qui, une fois qu'elles ont des enfants, se disent, moi j'ai envie d'équilibrer ma vie de famille et ma vie professionnelle. J'ai pas forcément envie de tout mettre dans ma carrière, mais de trouver cet équilibre est important. Et donc je pense que les entreprises ont un grand rôle à jouer. Et puis effectivement, éviter de mettre des réunions à 20h le soir, voilà, me paraît aussi une bonne idée. Mais ça c'est une évidence. Voilà. Je voulais vous remercier très chaleureusement de votre présence, de ces échanges nourris. Vous dire aussi que c'est la dernière audition de cette mission d'information qui achève aujourd'hui ses travaux. Et je salue l'engagement de la présidente qui n'a pas pu être à nos côtés, l'engagement des députés, membres de cette commission. Remercier M. Talon, les administratrices qui nous ont accompagnés, les services aussi du compte-rendu. Les travaux ne sont pas tout à fait achevés puisque notre mission se rendra à l'étranger la semaine prochaine pour pouvoir comparer des politiques familiales de pays européens, en l'occurrence l'Allemagne et la Suède, qui ont mis en place des politiques familiales différentes et de pouvoir aussi s'inspirer de ce qui peut fonctionner ou non dans d'autres pays. Nous avons essayé de mener un travail le plus impartial, le plus objectif possible, en donnant la parole à l'ensemble des acteurs de la famille, quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur sensibilité. Et je remercie la présidente d'avoir accepté cette diversité des points de vue, cette diversité des convictions qui a permis d'entendre celles et ceux qui ont aujourd'hui un engagement pour la famille, associations, élus locaux, institutions, organisations professionnelles, familles, parents français qui ont des difficultés à avoir des enfants ou n'ont pas pu en avoir, chercheurs, médecins, professionnels de santé, sages-femmes, assistantes maternelles. Je vous remercie toute cette chaîne des acteurs de la famille et des enfants qui permettent qu'aujourd'hui en France,
on puisse accompagner les Français qui souhaitent avoir des enfants et leur permettre de réaliser ce projet d'enfant. Je conclurai simplement en vous disant qu'on ne peut pas accepter, quelles que soient nos étiquettes politiques, que ce désir d'enfant empêché progresse dans le pays, que trop de Français renoncent à leur projet d'enfant. Je ne parle pas là des Français qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et que nous respectons dans leur choix, mais bien des Français qui souhaitent avoir un enfant et renoncent à ce projet. C'est pas acceptable quand dans un pays comme la France, qui est la 6e ou la 7e puissance économique du monde, qui est un pays qui a fait toujours un choix d'une politique familiale universaliste et universelle, d'accepter sans rien faire ce décalage qui grandit entre le désir d'enfant d'un côté qui reste important et l'indice de fécondité qui baisse. Grâce à l'ensemble de ces auditions, au travail de nos services et de nos administrateurs, j'aurai l'occasion de publier le rapport de cette mission d'information qui a été créée au titre du droit de tirage d'Horizon, du groupe Horizon et Indépendant, que je remercie de leur confiance, mes collègues de ce groupe. Et je publierai ce rapport à la fin janvier, début février, avec des propositions qui, je l'espère, permettront de répondre à ce défi vertigineux pour notre pays. Voilà. Merci aux journalistes qui ont suivi nos travaux, ils ont été nombreux. Merci aux Français qui ont participé à cette consultation citoyenne. Plus de 30 000 Français qui ont répondu à une consultation de l'Assemblée nationale. Dans le contexte, on peut s'en réjouir. Je ne suis pas certain que nous soyons l'institution préférée des Français. Je voulais leur remercier de leur confiance et d'avoir pris part aussi à cette consultation qui va nourrir le rapport que je présenterai. Et j'indique bien entendu aux collègues, quelle que soit leur diversité politique, ils ont la capacité, au moment de la publication de ce rapport, de pouvoir aussi s'exprimer et de faire part aussi de leurs propositions. L'idée n'est pas pour moi d'être le seul en mesure d'exprimer, même s'il m'appartient de faire ce rapport et d'en présenter les conclusions de cette mission. Voilà, merci encore une fois aux députés qui ont participé de manière assidue à nos travaux. Et puis je vous donne rendez-vous pour la parution de ce rapport et des propositions dans quelques semaines.